Salut tout le monde, ici NoPesto pour Liberty Records. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'entrepôt? C'est un centre du renseignement qui est peu connu, mais pourtant il effectue la centralisation et la redistribution des données privées qui sont collectées par les services de renseignement français. C'est ce qu'avait été révélé par Le Monde en 2013. Alors pourquoi est-ce que j'aborde le sujet? Eh bien c'est parce que ces données sensibles et cette surveillance massive seraient accessibles et échangées avec différents services de renseignement sans qu'une régulation claire n'ait pour l'instant été établie. Ça violerait tout simplement la Constitution. C'est ce qu'explique la Quadrature du Net, qui a intenté un recours au Conseil d'État pour ces pratiques illégales. Alors où est situé l'entrepôt? À quoi ça ressemble? Qui le dirige? Qu'est-ce qu'ils y font? Alors comme l'explique la Quadrature du Net, l'entrepôt c'est un data center qui est situé au siège de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, à Paris, au boulevard Mortier. J'ai essayé de voir où c'était situé et à quoi ça ressemblait. Alors voici ce que Google Maps renvoie du siège de la DGSE. Comme vous pouvez le voir, c'est tout flou, comme tous les lieux sensibles dans Google Maps. On peut regarder les photos de Google Street View. On voit en face du siège de la DGSE des lieux qui sont très sécurisés, des barbelés, des caméras, des plans anti-véhicules. J'ai quand même pu trouver une photo de l'entrée sur Wikipédia, donc vous pouvez la voir ici. Alors ce site est dirigé donc par la DGSE, et il centraliserait tout un tas de données privées des citoyens, comme les écoutes téléphoniques, les échanges mails, les données de connexion, les données de localisation en temps réel, des données concernant l'espionnage vidéo et audio, et pire, les métadonnées des échanges sur Internet, ce qui permet normalement de déduire et de prédire des habitudes d'un citoyen visé, par exemple ses déplacements, ses contacts, etc. Alors à la question, sommes-nous sur surveillance? Oui, on est surveillé, il y a des systèmes de traitement algorithmique qui trient, qui organisent, qui croisent des données, et en particulier des données suspectes, pour essayer de détecter des risques terroristes, par exemple. Alors pour comprendre pourquoi la collecte massive et la centralisation de données effectuées par cet entrepôt est problématique et pose un problème constitutionnel, il faut revenir au fondement de la loi relative au renseignement de 2015 qui posait tout un tas de bases sur l'encadrement des activités de surveillance. Alors à l'époque, le contexte est le suivant. En 2013, on avait les révélations d'Edward Snowden, qui est un ancien analyste de la NSA, qui avait dénoncé le système orwellien de surveillance massive qui était pratiqué par les États-Unis sur ses propres citoyens, mais aussi sur les citoyens étrangers. Et on sait aujourd'hui d'ailleurs que la France participait à cette surveillance via l'accord Lustre, par exemple. Il avait révélé des programmes de surveillance comme Prism, XKeyscore, le programme Genie, donc qui collectait des informations en ligne et qui espionnait les équipements informatiques. Il avait aussi révélé qu'il y avait l'espionnage de câbles sous-marins de télécommunications intercontinentales. Par exemple, les États-Unis avaient espionné le Conseil européen, le siège des Nations Unies, et on a appris plus tard d'ailleurs qu'ils avaient mis aussi sous écoute des dirigeants européens. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de voir Citizen4 de Laura Poitras, qui est l'un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vus. Il a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2013, et qui raconte cette révélation par Edward Snowden. Alors en France, cela a mis la lumière sur des pratiques de surveillance qui étaient jusque-là pratiquées sans encadrement juridique solide, et en juillet 2015, donc on est 6 mois après les attentats de Charlie Hebdo de janvier, François Hollande réussit à faire adopter la loi renseignement. Alors, le point positif de cette loi, c'est qu'elle apportait un encadrement sur les pratiques habituelles des services de renseignement de l'époque, qui étaient jusque-là allégales. C'est-à-dire, c'était des pratiques en secret, hors du cadre juridique. Et on sait que les pratiques électroniques évoluaient plus rapidement que le cadre juridique. Alors ça ne veut pas dire que c'était des pratiques qui étaient positives ou négatives pour la nation, ça je vous laisse en juger.
Alors cependant, un des points négatifs, selon moi, c'est que la loi votée, est toujours valide aujourd'hui, est assez vague, très permissive, et que le droit à la vie privée en prenait un sacré coup. Pour des raisons de lutte contre le terrorisme, mais également pour plein d'autres raisons, elle légalisait la collecte de tout un tas de données privées par les services de la DGSE, comme par exemple la collecte des données de connexion, donc les adresses IP, quels sont les sites visités, la sonorisation, c'est-à-dire des conversations téléphoniques peuvent être écoutées, on peut être mis sur écoute, peut-être vous l'êtes déjà, l'interception des communications électroniques, donc email, Skype, la surveillance des communications internationales transitant par les câbles transocéaniques. Alors ça veut dire que les services de renseignement dans le monde écoutent directement les réseaux mondiaux en se branchant directement sur les câbles réseau. Alors si vous voulez en savoir plus sur le renseignement, je ferai sans doute une prochaine vidéo sur la DGSE, qui est vraiment au cœur de la surveillance française et qui participe également à la surveillance mondiale avec les Five Eyes qui sont les autres grosses agences de renseignement. Donc regardons maintenant cette loi plus en détail. Dans l'article 3, elle prévoit les cas où les mesures de renseignement que j'ai citées juste avant peuvent être autorisées. Petit 1, pour l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale. Petit 2, pour les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Petit 3, pour les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Donc là déjà on voit, on peut avoir de l'espionnage économique pour les intérêts aussi industriels et scientifiques, ce qui est assez vague. Petit 4, pour la prévention du terrorisme. Petit 5, pour la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous. C'est une loi qui avait été votée en 1936 qui permettait au président de dissoudre des groupes de combat ou des milices privées. Ou pour prévenir les violences collectives de nature à porter atteinte à la paix publique. Donc ça, c'est déjà un point qui est, à mon avis, assez problématique, car très vague. On peut d'ailleurs se demander si, du coup, les gilets jaunes, par exemple, ça rentre pas déjà dans cette catégorie. Est-ce que les gilets jaunes sont espionnés parce que ils seraient de nature à porter gravement atteinte à la paix publique via des violences collectives? Déjà, là, on voit que c'est assez flou. Petit 6, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée. Petit 7, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Donc on voit que pour plus de sécurité, le droit à la vie privée est tout de même assez malmené car la justification de cette surveillance est assez large. À l'époque, l'opposition au gouvernement soulignait d'ailleurs que cette loi violait la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ils avaient saisi Jean-Claude Juncker. Il n'y avait pas eu de réponse forte, mais voilà, ils avaient essayé. Alors c'est vrai que si on réfléchit à quels droits fondamentaux peuvent être atteints, on peut tout de suite penser par exemple au respect de la vie privée et familiale, si on est surveillé, bon ça respecte pas beaucoup cela, à la protection des données à caractère personnel, ce qui est complètement le centre de la surveillance, ou à la liberté d'expression et d'information. En effet, si l'État est capable de tracer les correspondances et l'information que vous avez consultées, ça peut être très problématique politiquement selon qui est au pouvoir. Alors avant le vote de la loi, il y avait eu d'autres associations qui s'y étaient opposées, il y avait eu plusieurs manifestations en France, mais la loi fut tout de même validée par le Conseil constitutionnel, puis votée. Alors maintenant, on va en venir au problème constitutionnel dans ce que je vous ai dit au début, pourquoi c'est une loi anticonstitutionnelle. Pour ça, il faut regarder dans l'article L863.2 de la loi, qui indique que les services spécialisés de renseignement et les services désignés par le décret en Conseil d'État peuvent partager toutes les informations utiles à l'accomplissement de leur mission définies au titre 1er du présent livre. Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance numéro 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. Donc là, on voit que des informations de renseignement peuvent être transmises entre différentes autorités administratives et différents services. Le problème vient maintenant. L'article mentionne également que les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Concrètement, ce que cet article de loi dit, c'est que les données ultra confidentielles, qui sont accessibles normalement uniquement par la DGSE pour des raisons de lutte bien spécifiques, sont en fait mis dans un pot commun, qui est centralisé, ici par l'entrepôt, et peuvent être accessibles par d'autres agences, d'autres services, qui normalement n'y ont pas accès. Et la régulation de ces échanges devait être ensuite définie par un décret. Et là, c'est le grand problème, le grand mais, il n'y a jamais eu de décret qui spécifie les conditions d'application. Et c'est pour ça en fait que la Quadrature a déposé ce recours devant le Conseil d'État contre les activités de partage des données entre services de renseignement. Une petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle il n'y aurait pas de décret, c'est qu'en fait ce décret ne pourrait pas exister car il serait inconstitutionnel, car certains services de l'État n'ont normalement pas à pouvoir consulter les données ultra confidentielles de la DGSE qui sont normalement collectées pour des buts bien spécifiques. Alors la procédure est en cours, on verra ce qu'il advient et si le Conseil d'État donnera suite. Alors la Quadrature a conclu dans un article de mars 2021, ils ont très bien conclu, l'illégalité persistante du renseignement français et l'impunité dont bénéficient ses responsables sont d'autant plus problématiques que l'espionnage politique constitue désormais une priorité assumée des services de renseignement, la surveillance des groupes militants ayant vu sa part plus que doubler entre 2017 et 2019. Donc en 2017, 6% des activités de surveillance étaient sur des groupes militants, en 2019 c'est 14% des mesures de surveillance autorisées. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet historique qui vous a permis d'en apprendre plus sur les pouvoirs de l'État et de ce fameux entrepôt qui collecte nos données. Donc voilà, si vous êtes militant, vous êtes peut-être surveillé. Alors on va, à mon avis, dans une société qui est de plus en plus dystopique. Il suffit de voir les nouvelles lois qui sont votées, la loi sécurité globale, l'état d'urgence permanent, que ce soit terroriste ou sanitaire. Donc voilà. Je vous souhaite tout de même de vous porter très bien, supportez la Quadrature si vous le pouvez, allez sur leur site, voir ce qu'ils font, c'est vraiment, vraiment très bien. Et je vous dis à la prochaine. Big Brother is watching you.